Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. ETHIQUE de la recherche BIOMEDICALE et VULNERABILITE. Un recherche BIOMEDICALE et pratique de soins, une distinction qui pose problème. Il est difficile de déterminer le moment historique de la création de la recherche biomédicale, tout au moins tel qu'on l'entend aujourd'hui. Depuis l'Antiquité, les médecins ont tiré des conclusions de leur pratique médicale, et leurs stratégies thérapeutiques ont toujours été basées sur les connaissances acquises de cette façon. De fait, la distinction entre recherche et pratique de soins pose encore de nombreux problèmes théoriques et pratiques. Doit-on considérer comme de la recherche une étude observationnelle, qui consiste uniquement à recueillir les données des patients qui auraient été pareillement traités dans le cas où une telle étude n'aurait pas eu lieu? Pour certains, la recherche biomédicale commence lorsqu'il y a un protocole expérimental présentant une comparaison entre deux branches d'une même étude, groupe contrôle et groupe actif, et méthode d'allocation aléatoire, randomisation, dans la distribution des sujets dans chacune de ces branches, éventuellement en aveugle. D'autres considèrent que l'on peut parler de recherche biomédicale à partir du moment où un traitement ou une procédure médicale non validée sont appliqués sur plusieurs patients. Pourtant, dans un essai clinique, les interventions standardisées et expérimentales prennent souvent place en même temps. La nature même de la relation médecin-patient inclut le soin au même titre que la recherche. La différenciation entre pratique de soins et recherche clinique n'est pas seulement une question théorique ou conceptuelle, mais aussi un enjeu pratique et normatif. Les législations qui encadrent la recherche sont différentes de celles qui dirigent les pratiques de soins. Par ailleurs, les jugements moraux varient souvent en fonction de la nature de ces pratiques. Dans ce chapitre, nous allons voir précisément en quoi les pratiques de soins et les pratiques de recherche sont différentes et dans quelle mesure un traitement normatif différent a un sens. Pour quelles raisons les conditions d'acceptabilité des interventions à visée de recherche sont-elles plus exigeantes que celles qui relèvent du soin? Pourquoi les pratiques de recherche nécessitent-elles l'avis favorable d'un comité de protection des personnes, CPP? Et quel type de protection offrent ces comités? Parmi les tâches de ces comités, on peut en distinguer 4, principalement. Vérifier que le plan d'élaboration de l'étude est opportun. La recherche sur un nouveau médicament est justifiée par rapport au traitement disponible, et techniquement correcte. L'étude doit faire preuve de rigueur scientifique et employer la méthodologie nécessaire pour valider ses résultats. Autrement dit, aucune étude techniquement incorrecte ne peut être éthiquement acceptable. Assurer l'existence de la clinico-l'équipoise, ou indétermination clinique. Au moment où la recherche commence, on ne doit pas savoir si le produit que l'on veut tester est plus ou moins efficace que les traitements disponibles, de sorte que l'on ne sait pas s'il y a avantage ou non à se trouver dans le groupe contrôle ou dans le groupe actif. L'indétermination clinique assure que l'on ne privilégie pas systématiquement et de façon consciente l'un des deux groupes qui participent à l'essai clinique, la distribution des médicaments accomplissant ainsi des exigences d'équité. Évaluer le rapport risque-bénéfice. La recherche ne doit pas être plus malfaisante que bienfaisante. Garantir la qualité de l'information et du processus de consentement éclairé concernant les objectifs, les méthodes, les bénéfices escomptés, les risques prévisibles, les incommodités dérivables de l'expérimentation, les alternatives de traitement existantes, le droit du sujet à ne pas participer et aussi à retirer son consentement à tout moment. 5. Qu'est-ce que la recherche clinique? On entend par recherche un type d'activité qui inclut le développement, les essais et les évaluations qui contribuent à l'obtention d'une connaissance généralisable. L'activité clinique recouvre deux types d'activités, la recherche et les pratiques de soins. L'activité clinique a été caractérisée par De Gracia comme étant celle qui se réalise sur l'être humain, sain ou malade, en vue d'une meilleure connaissance et gestion de ces maladies. Il peut y avoir confusion sur ce terme. Fenel, par exemple, définit la recherche clinique comme étant combinée à des soins professionnels. En fait, l'étymologie du mot clinique accréditerait cette autre version. Clinique vient du mot grec kleinin qui signifie être couché. Ainsi,
clinique pourrait se restreindre aux activités réalisées au sein des rapports entretenus entre une équipe sanitaire et un patient, au pied du lit pour ainsi dire, ces rapports pouvant relever tout simplement du traitement pour la guérison de sa maladie ou pour obtenir une connaissance sur celle-ci. Cependant, cette conception de la recherche clinique exclurait les protocoles réalisés sur des volontaires sains. La question qu'il faut se poser est la suivante. Qu'est-ce qui fait qu'une recherche est dite clinique ? La recherche clinique est souvent synonyme, dans l'esprit du public, d'essais de médicaments ou de nouveaux dispositifs médicaux. Cela indique la possibilité de la définir, de façon très large, comme servant, ou pouvant servir à soigner ou à améliorer les pratiques cliniques de soins, même si cette définition risque d'impliquer également la recherche biomédicale sur des animaux. Selon la définition proposée par l'APHP, la recherche clinique comporterait la recherche sur des nouveaux médicaments ayant comme sujet l'être humain, la comparaison entre plusieurs stratégies médicales, qui permettrait de déterminer celles qui doivent être recommandées pour la prise en charge thérapeutique ou diagnostique des patients, la recherche et l'évaluation de nouvelles thérapies cellulaires, géniques ou faisant intervenir des technologies de pointe, dans des pathologies où aucun traitement n'existe pour soulager les malades. L'identification des mécanismes moléculaires ou cellulaires qui sont impliqués pour des pathologies humaines qui deviendront des cibles plus précises pour développer de nouveaux médicaments ou diagnostics. L'observation sur des groupes importants de personnes, qui peuvent compter plusieurs centaines, pour mieux comprendre la représentation des facteurs génétiques ou celle de l'environnement dans la cause ou les symptômes d'une maladie. En effet, comme l'a affirmé C. Huriet, la question finale est de définir si la recherche est le soin. Depuis une vingtaine d'années, il y a une évolution pour prouver que ce n'est pas le cas. L'objectif de la recherche, selon Jean Bernard et l'Ordre des médecins, est le soin, mais la finalité de la recherche c'est la connaissance 10. Reste encore à faire la distinction entre objectif et finalité d'une recherche. La loi du 20 décembre 1988, dite loi Huriet-Seruskla, emploie le terme recherche biomédicale au lieu de recherche clinique. La recherche biomédicale y est ainsi définie, TAUTC ou expérimentation, organisée ou pratiquée sur l'être humain, en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. En d'autres termes, recherche sur l'être humain obéissant à un protocole. Ces recherches visent à déboucher sur une publication, une communication ou la diffusion d'un rapport. Dans ce travail, nous opterons pour les termes moins équivoques de recherche médicale ou recherche biomédicale, plutôt que recherche clinique. Ceci dit, ces deux types de démarches cliniques, le soin et la recherche, peuvent être mis en place sur le même patient sujet de recherche, simultanément. Il demeure important de pouvoir distinguer entre les pratiques de soins et les pratiques de la recherche, car les implications éthiques de chaque type d'intervention varient de façon significative. Cette distinction serait de moindre importance s'il n'en découlait aucun risque pour les personnes. Or, on sait que des sujets de recherche acceptent facilement de participer à une étude à visée purement cognitive, croyant que le seul but de ces interventions est de les soigner. Ainsi, CRV et al. Ont montré que seulement 29% des patients répondant à une enquête au terme de la recherche savaient qu'ils avaient participé à une recherche médicale. Erdressé signale que la thérapeutique misconception, expression anglophone qui peut se traduire par fausse idée thérapeutique, c'est-à-dire le fait de confondre recherche et traitement, est un phénomène courant chez les sujets qui participent à une recherche biomédicale. La confusion entre pratique de recherche et pratique clinique est d'autant plus fréquente, et d'autant plus dangereuse, lorsque les sujets de recherche sont des personnes malades qui entretiennent avec l'investigateur un rapport soigné-soignant. Les patients sont habitués à voir dans la médecine une science dont le rôle est inconditionnellement bienfaisant. De fait, la bienfaisance est le rôle qu'elle a joué principalement depuis l'époque hippocratique jusqu'au XXe siècle. Ces patients ont tendance à penser que le fait d'être inclus dans une étude est une autre façon d'obtenir un traitement. De Gracia a montré comment, au fil de l'histoire, deux critères principaux ont prévalu pour distinguer ces deux types d'activités médicales. Le critère classique était basé sur un facteur fondamentalement subjectif, l'intention. Ainsi, si les pratiques cliniques se font sur le malade avec une intention de bienfaisance,
L'intention de la recherche clinique est essentiellement cognitive car son but premier est d'augmenter la connaissance qui servira à traiter les futurs patients, et non pas, ou pas seulement, l'individu patient que le professionnel a devant lui. Durant des siècles, cette distinction catégorielle a été associée à des implications morales. Seules les interventions ayant pour but de bénéficier aux patients étaient considérées acceptables. Cela n'excluait pas la possibilité d'en dégager indirectement une connaissance des maladies. Or, celle-ci devait être obtenue dans le cadre des activités thérapeutiques. Le mandat moral interdisant les actions sur les personnes, n'ayant comme objectif qu'une augmentation de la connaissance, la recherche pure ou percée, se voyait exclue des bonnes pratiques médicales. Au XXe siècle, on a remplacé progressivement ce critère subjectif par un autre, plus objectif, celui de la validation. D'une médecine basée sur l'intention, on passe à une médecine basée sur des preuves, evidence-based medicine. Ce changement de critère bouscule la façon de concevoir le rapport entre pratique clinique et pratique de recherche. Les pratiques cliniques seront conçues comme celles qui ont déjà été validées, tandis que les pratiques de recherche ou pratiques expérimentales seront celles en cours de validation. De Gracia distingue 3 périodes historiques en recherche clinique. La première qui va de l'Antiquité jusqu'en 1900, la deuxième de 1900 à 1947, et la troisième de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. La recherche classique jusqu'au XXe siècle, le rôle bienfaisant de la médecine et l'obtention accidentelle des données scientifiques au sein des pratiques de soins. Comme nous venons de le dire, la position classique hippocratique postulait le principe que tout acte médical réalisé sur l'être humain devait être en soi clinique, diagnostique, thérapeutique, de soins, et pour autant bénéfique pour le patient. La personne ne pouvant pas constituer en elle-même un objet de recherche, seuls les animaux et les cadavres étaient utilisés comme moyen d'obtention de connaissances pour la recherche pure. La médecine que nous connaissons aujourd'hui est le résultat des progrès qui ont vu le jour tout au long du XXe siècle, grâce à une augmentation significative de l'expérimentation sur l'être humain, autant du point de vue qualitatif que quantitatif. Même si l'expérimentation sur les personnes s'est avérée fondamentale, il serait inexact de penser qu'aucune découverte importante ne s'était produite auparavant. On peut alors se demander quels étaient les moyens de connaissance à l'époque où l'expérimentation pure sur l'être humain était interdite. En fait, 2 moyens indirects étaient autorisés et employés pour obtenir des connaissances médicales. L'analogie, processus consistant à appliquer à l'homme les connaissances acquises grâce aux expériences réalisées sur les animaux, et l'occasion fortuite d'apprendre au sein des pratiques cliniques. Lorsqu'un médecin traitait un patient, il pouvait accidentellement en puiser une connaissance. La recherche sur l'être humain avait seulement lieu dans le contexte ordinaire des pratiques cliniques. Elle n'était pas provoquée, ni ne s'entourait de conditions scientifiques idéales. La thèse de fond sur le rapport entre pratique clinique et recherche qui a primé pendant toute l'époque classique était la suivante. Tout ce qui n'est pas clinique ne peut être expérimental. Le début du XXe siècle voit apparaître une première évolution concernant la conception de la recherche. 2 facteurs conduisent à ce changement de mentalité. D'une part, la reconnaissance de la recherche et de la méthode scientifique comme éthiquement acceptable en tant que telle, et non plus uniquement comme phénomène accidentel et secondaire au sein des pratiques de soins. D'autre part, un affaiblissement progressif de la bienfaisance médicale comme seule base légitimante des activités médicales ainsi que l'habilitation consécutive d'un autre critère, à savoir, l'autonomie du sujet de recherche. Il résultera de ce changement une fusion des 2 rôles du professionnel de santé, jusque-là plus dissociés, le soin et la recherche. À partir du moment où l'intention est abandonnée en faveur du critère de validation, l'idée de fond qui va finalement s'imposer se trouve précisément à l'opposé de la conception antérieure. Tout ce qui n'est pas expérimental ne peut pas être clinique. G. Moutel a synthétisé l'évolution de la clinique depuis l'époque classique et a posé les problèmes éthiques de ce changement. Le soin, objet premier de la relation médecin-patient, pourrait donc, dans un tout autre contexte, céder la place à la démarche scientifique. L'enjeu éthique est alors de ne pas agir dans les situations où ces logiques apparaissent en trop grande tension, et dans les cas où la recherche serait contraire aux intérêts et ou à la demande du patient.
La nécessité d'une information au patient et d'un consentement prend ici tout son sens avec la différenciation de l'intérêt individuel, bénéfice individuel de la recherche, de l'intérêt collectif, retombées pour d'autres patients, et également de l'intérêt du chercheur et de la science, amélioration des connaissances, production de savoirs scientifiques, mais aussi reconnaissance et prestige des équipes. Tout ce qui n'a pas été validé ne peut être conçu comme clinique. La médecine assume les conclusions du positivisme du XXe siècle et leur questionnement sur le statut de la connaissance empirique. Les données obtenues à travers l'expérience ne sont pas susceptibles de produire une connaissance universelle, inconditionnellement valide ou applicable en tout lieu et en tout temps. Ceci revient à dire qu'il n'existe que des vérités provisoires. Les preuves que l'on obtient de l'expérience n'assurent pas la véracité de nos suppositions ou de nos hypothèses. Elles réfutent seulement provisoirement leur fausseté. Cette modification de logique dans la recherche entraîne des conséquences pratiques très importantes dans le domaine de la recherche biomédicale. Tout d'abord, le fait que le processus de validation soit imparfait comporte des exigences méthodologiques et éthiques particulières. La connaissance empirique ne peut être autre que statistique. D'une part, des données statistiquement significatives sont nécessaires. L'échantillon doit être suffisamment large pour que les différences entre les résultats des deux groupes soient statistiquement significatives, mais non pas si larges qu'ils rendent toute différence significative. D'autre part, un traitement qui a été validé n'est pas pour autant valide une fois pour toutes. Il faut assurer une surveillance des résultats des traitements à long terme car avec le temps, on peut percevoir de nouveaux impacts et effets secondaires malgré leur validation. Cet impératif de suivi de la légitimité des interventions expérimentales, légitimité est une idée qui va plus loin que celle de validation, est à la base de certains procédés actuels tels que le monitoring et la pharmacovigilance. En second lieu et dans ce même sens, la connaissance scientifique ne peut plus se contenter des preuves occasionnelles et hasardeuses qu'offrent les pratiques cliniques. Les phénomènes contingents qui confrontent les praticiens à des circonstances expérimentales ne suffisent plus à fournir les éléments permettant de valider ou de réfuter une hypothèse. Ainsi, la nécessité de contrôler l'apprentissage s'impose. C'est ce que l'on connaît comme le protocole expérimental. Celui-ci exige de passer aux circonstances dites expérimentales, à partir des circonstances d'observation. De donner priorité aux recherches prospectives, au détriment des recherches rétrospectives. Une recherche prospective permet une meilleure définition et un meilleur contrôle des facteurs constants et par là même, une connaissance plus précise du comportement des variables. De concevoir les protocoles de recherche de façon à distribuer les sujets de recherche en deux branches dont les résultats peuvent être comparés. L'une pour étudier le comportement du produit ou de l'intervention expérimentale, groupe intervention, ou groupe actif. L'autre sera traité au moyen d'un produit inerte, placebo ou par une substance ou une intervention dont l'effet est connu. Afin d'éviter de possibles biais dus au choix humain, conscient ou inconscient, il s'agit de répartir les sujets de chaque groupe de façon aléatoire, randomisation. Afin d'éviter d'autres biais conscients ou inconscients, il faut cacher au sujet de recherche le type d'intervention dont il va être l'objet. On parle alors de recherche en simple aveugle, ou bien encore le taire au sujet de recherche ainsi qu'aux chercheurs. Il s'agit donc de recherche dans des conditions de double aveugle. On part d'une hypothèse nulle, qui consiste à penser qu'a priori, le traitement qui va servir à donner des preuves n'a pas d'effet et qu'il requiert donc la preuve du contraire. En troisième lieu, le principe d'analogie entre en crise au XXe siècle. Jusqu'au XIXe siècle, on considérait qu'il suffisait d'étudier un nouveau traitement chez les animaux pour obtenir une preuve de son caractère thérapeutique, clinique, chez l'être humain. Les incompatibilités entre les différentes espèces d'animaux et l'être humain sont à l'heure actuelle largement connues. Ainsi, Suzanne affirme, l'animal dans son entièreté offre une grande complexité. Il n'est pas qu'une somme de tissus. Il est le résultat d'une interaction et d'une régulation physiologique au niveau sanguin, hormonal, électrolytique. Il est aussi dépendant du métabolisme du foie, du rein, de l'intestin et peut-être surtout des capacités homéostatiques de l'organisme. Les tissus isolés répondent davantage à des phénomènes connus. L'organisme réagit par une plus grande variabilité individuelle et par des phénomènes physiologiques éventuellement inconnus.
Toutes les espèces animales ne réagissent pas de la même façon que les humains à certains produits essentiels en médecine, tels que la pénicilline ou la morphine. Les animaux ne ressentent pas nécessairement de la même manière un bon nombre de nos maladies telles que la diphtérie, le typhus, la scarlatine, le choléra, la lèpre ou la fièvre jaune. Les différences anatomiques, génétiques, immunologiques, psychologiques, sociales, qui existent entre l'être humain et d'autres animaux, même ceux qui appartiennent aux espèces considérées les plus proches de l'être humain, s'avèrent parfois trop importantes pour pouvoir présumer que les résultats obtenus chez les animaux sont transposables à l'homme. L'être humain métabolise les substances d'une façon différente de celle du babouin, son système immunologique est très éloigné de celui du rat, son système endocrinien se distingue de celui du cochon, etc. Ne pas avoir pris en compte ces différences a provoqué une série d'épisodes aux conséquences lamentables dans l'histoire de l'expérimentation, aussi bien pour les personnes que pour les autres espèces animales. Le chloroforme, parce que toxique pour les chiens, ne fut pas employé sur les humains pendant des années. La pénicilline n'aurait pas été découverte par Fleming s'il l'avait testée sur des cobayes, pour qui elle est mortelle. Les cobayes et les singes, tout comme les chiens, peuvent consommer de la strychnine, substance toxique pour les humains. La tuberculine de Robert Koch fut employée au début du XXe siècle comme vaccin contre la tuberculose, parce qu'elle soignait les cochons d'Inde, jusqu'à ce que l'on se rende compte que cette substance était responsable de maladies chez l'humain. L'échec définitif du principe d'analogie eut lieu beaucoup plus tard, lors du désastre thérapeutique qu'entraîna le cas bien connu de la thalidomide. Ce sédatif commença à être employé en Allemagne en 1957 chez les femmes enceintes, et fut commercialisé dans plus de 30 pays après avoir été rigoureusement testé sur les animaux. Les résultats positifs obtenus en expérimentation animale furent en partie la cause de la suspension tardive de la commercialisation de la thalidomide, alors qu'il était évident que ce produit provoquait d'énormes dommages au fœtus. Ainsi fallut-il que plus de 12 000 enfants naissent avec des malformations néonatales pour que l'on s'aperçoive que le placenta humain n'était en aucune façon une barrière infranchissable à ce médicament. L'essai clinique et ses différentes phases. Le but de l'expérimentation consiste à vérifier ou réfuter une hypothèse sur l'efficacité d'une intervention biomédicale, quel que soit son objectif, diagnostic, pronostic, thérapeutique ou palliatif. L'essai clinique est un type d'expérimentation biomédicale dont le but est de prouver l'efficacité d'une molécule. Au sens large, il s'agit de toute évaluation expérimentale d'une substance ou d'un médicament, au moyen de son administration à un sujet ou à un groupe de sujets afin d'en vérifier les effets et d'en établir l'efficacité. L'expérimentation d'une nouvelle molécule ne commence pas sur des sujets humains. Les essais cliniques sont précédés d'une phase de recherche préclinique, qui se déroule en 2 étapes. La phase de recherche en laboratoire et la phase de recherche sur des animaux. Parvenu à ce point, l'essai clinique comprend généralement 4 phases. La phase I est réalisée sur un groupe réduit de volontaires sains. Les doses administrées sont d'abord infimes, puis progressivement augmentées. Les objectifs de cette étape sont d'estimer la toxicité de la nouvelle substance et de déterminer les doses que le sujet humain peut tolérer. La phase 2 porte sur un petit groupe de malades. Son objectif est de confirmer l'efficacité thérapeutique de la substance et d'évaluer le rapport entre bénéfices et risques que celle-ci présente. On analyse également le meilleur moyen d'administrer cette substance. Si le produit administré ne montre aucune efficacité, l'essai est alors immédiatement interrompu. S'il s'avère efficace, on passe à la phase 3. La phase 3 est décisive dans la validation d'un nouveau traitement. Pour cette phase, on inclut un grand nombre de patients. On divise les sujets de la recherche en 2 groupes, actifs et contrôle, de façon aléatoire, randomisation, le but étant de limiter la part de subjectivité que les différentes parties impliquées dans la recherche peuvent introduire dans l'appréciation des résultats. La plupart du temps, ni le sujet, ni les chercheurs, ni les analystes des données ne savent à quel groupe appartient le sujet, double aveugle. D'une part, le groupe actif reçoit la molécule expérimentale, d'autre part, le groupe contrôle reçoit soit une substance inactive, placebo, soit le traitement standard. Comparer la nouvelle molécule à placebo va permettre de déterminer si cette nouvelle molécule a des effets.
L'administration de placebo est justifiée quand il n'existe aucun traitement à l'efficacité démontrée, contre lequel on puisse comparer la molécule expérimentale. Dans les autres cas, la molécule expérimentale doit être comparée au groupe contrôle traité cliniquement. Parmi les objectifs de cette phase, on cherche à démontrer l'activité thérapeutique du médicament, les caractéristiques des patients qui en sont particulièrement bénéficiaires, la nécessité d'adapter les doses en fonction du type de patient, la durée du traitement et les interactions de celui-ci avec d'autres médicaments. Si l'on démontre que la nouvelle molécule est efficace et qu'elle apporte davantage de bénéfices que de préjudices, alors le médicament peut être commercialisé. La phase 4 correspond à la phase de pharmacovigilance, où l'on contrôle les effets à long terme du traitement validé afin de détecter ses effets secondaires possibles et de confirmer la validité du processus antérieur. La recherche expérimentale moderne est la mise en avant du consentement des sujets de recherche comme critère éthique, du début du XXe siècle au Code de Nuremberg. Les 3 premières décennies du XXe siècle se caractérisent par un grand enthousiasme pour la recherche biomédicale sur l'être humain. Non seulement elle est devenue acceptable, mais également nécessaire. L'obtention de connaissances est alors une fin en soi, un objectif auto-légitimé et il devient alors moins indispensable que la recherche apporte un bénéfice au sujet. La justification ne découle donc plus du caractère perse et bénéfique de l'intervention clinique. Le médecin moderne n'est plus seulement le médecin hippocratique, fondamentalement bienfaisant, c'est aussi un chercheur dont les obligations concernent chaque patient individuellement ainsi que tout le reste de la société. Cette nouvelle culture médicale déclenche un développement important de la recherche, mais en même temps, une voie ouverte au risque puisqu'une étude peut être mise en place sans qu'elle suppose un bénéfice direct pour les sujets de la recherche. La prise de conscience de ces risques a entraîné la création d'un certain nombre de garde-fous, comme alternative à la bienfaisance du médecin. Parmi eux, le critère d'autonomie occupe une place primordiale. Le recueil du consentement du sujet de recherche devient la procédure fondamentale de légitimation, le respect du droit de chacun d'être le seul juge de ses fins étant le fondement moral substitutif du bénéfice thérapeutique individuel direct. Pendant les 30 premières années du XXe siècle, le nombre des recherches biomédicales sur l'être humain ainsi que le nombre d'abus ont augmenté de façon significative. Le fait de placer en second plan le critère de bienfaisance et d'autre part, l'imbrication entre recherche et pratique clinique ont facilité le développement du nombre d'études biomédicales, mais aussi le risque d'abus. À cette époque, il était courant de considérer l'accord du patient à la participation comme une garantie suffisante d'acceptabilité. Le fait qu'une personne ait donné son consentement présumait la légitimité d'une recherche, alors même celle-ci pouvait mettre en danger la personne. On s'est vite aperçu des carences de la stratégie d'un tel accord du sujet de recherche. Sous le prétexte de l'accord écrit des sujets pour leur participation dans une recherche donnée, un grand nombre d'abus ont eu lieu jusque dans les années 1930. Le premier cas constaté est celui de la recherche sur la fièvre jaune, menée par W. Reed. Les expériences militaires sur la fièvre jaune. Dans l'histoire, il s'agit du premier cas d'abus exercé au nom du consentement éclairé par écrit. En 1900, on constitua aux États-Unis une commission ayant pour mission la création de mécanismes destinés à combattre la fièvre jaune contractée par un grand nombre de soldats envoyés à Cuba. Cette commission mit en œuvre une étude sur des volontaires pour savoir si le moustique était l'agent transmetteur de la maladie. Les chercheurs utilisèrent des formulaires de consentement, ce qui n'était ni une pratique courante, ni une obligation légale à l'époque. Les expériences furent concluantes et permirent de créer des programmes d'extermination de l'insecte. Néanmoins, la moralité de ces études réalisées en secret, on savait que des programmes similaires avaient été condamnés dans d'autres pays, fut fortement remise en cause. Les sujets de la recherche ne recevaient aucun bénéfice direct de l'étude. Ils étaient au contraire exposés à beaucoup de risques. Inoculés par des moustiques contaminés, un grand nombre de volontaires, dont certains chercheurs eux-mêmes, succombèrent à la maladie. En 1908, Sir William Osier défendit Walter Reed, promoteur de l'étude, devant la Royal Commission en vivisection,
en alléguant que tous les sujets de la recherche avaient conscience du risque encouru mais qu'ils avaient malgré tout donné leur consentement par écrit. Reste à savoir si le Dr W. Reed demandait lui-même de remplir le formulaire de consentement, ou si c'était plutôt une autorité militaire. Les soldats n'étaient pas payés pour participer à l'étude, tandis que les sujets non militaires recevaient une compensation financière. Kent et R. Dahl ont affirmé. On a cru qu'une fois que l'autonomie du patient était préservée et respectée, après s'être assuré par exemple de son consentement éclairé, le médecin et son personnel soignant n'avaient plus d'autres mesures de précaution à prendre pour protéger le malade. Cependant, cette autonomie pourrait entraîner de sérieux dommages. Les dérives les plus graves se sont produites lorsque les intérêts individuels des sujets de recherche ont été systématiquement subordonnés aux intérêts politiques des gouvernements totalitaires en période de guerre. C'est alors que l'on s'est rendu compte que la médecine, ayant perdu son rôle fondamentalement bienfaisant, pouvait être récupérée par le pouvoir absolu pour devenir un instrument redoutable servant à exercer son autorité. Dans un contexte de totalitarisme, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.